Un drogué, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit constamment « j'en ai marre de prendre cette saloperie, je vais arrêter le lendemain, il se fout ». Il y a des voix qui s'élèvent pour légaliser. Moi, j'y suis opposé parce que on rentre dans un processus. La même logique qui va présider à la légalisation de la drogue douce, ça sera le même raisonnement qui ensuite présidera à la légalisation de la cocaïne. C'est vrai que je pense qu'il faudrait sanctionner beaucoup plus lourdement le consommateur. Premier point. Deuxième point, je pense que, ça va faire hurler, que dans les cités, centaines de cités très chaudes de notre belle France, il faut un état d'urgence. Remember this. You're in no position. Praised Israel's independent judicial investigation allegations. Bonjour à tous, c'est Julien Girard du pôle international de chez Frontières et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Grand Échiquier qui ne va pas porter sur des thématiques en lien avec les relations internationales, bien que le sujet peut s'y prêter, puisque nous allons parler du monde criminel, mais également de la justice française. Et je reçois aujourd'hui Maître Pandelon. Maître Pandelon, comment allez-vous? Très bien, merci infiniment pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous avons déjà fait une vidéo ensemble pour un entretien d'une très grande qualité. Nous avons abordé de nombreux sujets. Et je présente à ceux qui nous écoutent votre ouvrage, donc Inquisition française des juges contre la justice. C'est une thématique qui nous est chère chez Frontières, aux éditions David Reynarc. Donc je le montre à l'écran pour ceux qui veulent se procurer l'ouvrage, que je lirai d'ailleurs juste après cet entretien, Maître Pandelon. Alors, est-ce que vous pourriez prendre le temps de vous présenter, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui n'ont pas la chance de vous connaître? Non, je ne sais pas si c'est une chance. Moi, je vous apprécie beaucoup. Donc, écoutez, c'est réciproque, pas uniquement parce que vous Merci m'invitez. beaucoup. Bon, Gérald Pandelon, je suis avocat pénaliste, universitaire également, puisque j'ai enseigné le droit pendant plusieurs années. J'ai eu la chance de soutenir 2 thèses, une thèse en droit public, sciences politiques, et une thèse en droit privé, sciences criminelles. Dans la foulée, je suis devenu avocat, que j'exerce depuis plus d'une vingtaine d'années. Les 15 premières années de ma vie, c'était plutôt du narco-banditisme classique. Bon, je conserve encore quelques clients qui sont plus ou moins rattachés aux problématiques du narco-banditisme. Et depuis une dizaine d'années, je fais plutôt du droit pénal des affaires et du droit pénal international, puisque je suis rattaché à la Cour pénale internationale depuis 6 ans. Voilà, donc dans l'hypothèse, il y aurait des chefs d'État, pas toujours africains, mais souvent, qui seraient mis en cause devant les juridictions pénales internationales. Je pourrais faire partie des dizaines d'avocats français susceptibles d'être convoqués devant ces juridictions, à supposer que je sois désigné. Voilà. C'est une présentation précise et concise, je vous en remercie. Vous avez donc exercé la profession d'avocat, vous l'êtes d'ailleurs toujours encore, avocat pénaliste, qui est une branche donc particulière du droit en règle générale, qui est un métier aussi particulier, qui sort, on pourrait dire, de la norme. Et on peut dire également que vous connaissez le monde criminel, puisque vous avez eu comme client des individus provenant, alors certains utiliseront le terme mafia, même si vous allez expliquer les différences bien sûr, mafia, du banditisme, de la pègre, enfin il y a tout un tas de noms qui sont liés à cet univers-là. La première question que je voulais vous poser, c'est comment on devient un criminel en somme? Est-ce que c'est toujours lié à des explications d'une jeunesse difficile? Là, je ne parle pas seulement de quelqu'un qui commet un crime ou un délit, par exemple un meurtre, un viol, etc. Non, je parle de celui qui décide de rentrer dans la logique d'une bande criminelle, d'une organisation criminelle. Comment ça se passe? Alors, j'imagine aussi qu'il y a des différences entre celui qui va être à la tête d'un réseau criminel et celui, par exemple, qui va être juste, on pourrait dire, le lieutenant, le bras armé. Mais quel est le cheminement à la fois de vie et de pensée qui mène la personne justement à se lancer dans une entreprise criminelle? Je vais juste vous mettre le micro en bas, ça vous gênera moins. Ce sera coupé, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok. Bon, écoutez,
Julien, loin de moi l'idée de vouloir défendre des gens qui, bien souvent, commettent l'irréparable, même si je pourrais y revenir. Le narco-banditisme, le narco-terrorisme, enfin, au sens générique du terme, le narco-banditisme, je dirais qu'il y a plusieurs narco-banditismes, parce qu'il y a des gens qui s'occupent uniquement de gérer des points de deal, il y a des gens qui, comme la DZ Mafia, sont un peu plus violents, etc. Donc je ne voudrais pas rentrer dans une défense sociale nouvelle, vous savez, c'est toujours des victimes. Mais quand même, force est d'admettre que l'immense majorité, je dirais presque 80%, des personnes que j'ai eu à défendre qui relèvent du narco-banditisme, qu'on accepte ou le déplore, même si, encore une fois, pas trahir mon propos, je ne l'excuse pas, ce sont quand même des personnes qui soit ont manqué de père, soit ont manqué de mère, soit n'avaient pas pour se nourrir tous les jours, avaient placement en foyer, à la DAS, etc., qui ont eu quand même, qu'on l'accepte ou non, une vie très chaotique. Et comme dans le narcobanditisme, c'est pas un secret de polichinelle, hein, de dire que 80 à 90% de ceux qui sont dans ce secteur-là d'activité criminelle sont issus de l'immigration arabo-musulmane. Il n'y a absolument rien de péjoratif, c'est vrai. C'est vrai. Il y a au-delà d'une enfance chaotique, le passé de leurs pères, de leurs parents, de leurs grands-parents, bien souvent, parlons de l'Algérie, d'ailleurs DZ Mafia, DGR Mafia, ça veut dire la mafia algérienne, bien, qui ont subi un peu ce qu'ils ont considéré comme étant la colonisation, etc. Et donc il y a comme un discours visant à excuser le passage à l'acte, fût-il le plus violent, parce que c'est une forme de vengeance sociale par rapport à nos pères. Hein. Alors il y a le destin, enfin l'enfance un tout petit peu chaotique, et une forme de vengeance sociale par rapport à ce qu'auraient subi les parents ou grands-parents. Moi j'ai toujours considéré qu'il y avait du bon et du mauvais dans la colonisation, il fallait séparer le bon grain ou l'ivraie, mais enfin c'est pas le débat. On ne devient pas criminel, ou très peu, mais il y a une exception dont on va parler, quand on a eu un père et une mère unis, dans une famille où on a manqué de rien, où il y avait de l'amour, où il n'y avait pas de violence. Je veux dire, certains, bien évidemment, n'ont pas eu de parents et ne sont pas devenus criminels pour autant. Enfin, si on peut faire un idéotype, un idéal type, quelque chose d'un tout petit peu général, force est d'admettre que ce sont quand même des parcours un peu cabossés. Hein, voilà. Oui, il y a forcément une tendance qui se dessine dans, on pourrait dire, le profil du criminel type. Il y a des facteurs qui reviennent fréquemment. Il y a quand même eu une évolution du monde criminel, puisqu'il y a une sorte d'image d'Épinal de ce que représentait cet univers précis, mais qui a changé avec le temps. Comment expliquer justement ce basculement du monde criminel qui était autrefois un univers de code, même si on peut bien sûr remettre en question la logique d'un code moral, puisqu'un bandit, théoriquement, il n'a pas véritablement de morale ou d'honneur à partir du moment où il décide de se lancer dans une entreprise criminelle, mais on sait que quand même, il y avait une certaine forme de respect de certaines règles implicites ou même explicites, ça dépendait des organisations, et qu'aujourd'hui on a affaire à quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus sauvage. Comment expliquer ce basculement qui s'est opéré en quelques décennies ? La chrétienté. C'est-à-dire que les Corses, les Italiens, étaient très croyants, très pratiquants. Et lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est animé d'une soif de... Alors, certains diront... les Corses aussi, ils assassinaient, les Corses aussi, ils ont fait la French Connection. Ok, mais on n'allait pas agresser une vieille dame. On n'allait pas s'en prendre à un enfant. Hein. Il y avait quand même des codes, des règles, un minimum de règles et des choses qui demeuraient dans l'espace du sacré. Tout cela a volé en éclats. Et encore une fois, loin de moi l'idée de vous dire que c'était tout blanc avant. Bien sûr qu'il y avait des choses atroces. Il y en a même qui ont assassiné des magistrats. Donc c'était très dangereux aussi avant. Mais il y avait un ou deux points
qui différenciait ce qu'on appelle aujourd'hui le narco-banditisme, à 90% qui est arabo-musulman, comme je l'indiquais, avec des parcours un tout petit peu fracturés. Et il n'y a pas aujourd'hui, si vous préférez, cette empathie minimale qui pouvait y exister avant. Aujourd'hui, c'est que le fric, c'est l'alpha et l'oméga de tout passage à l'acte, c'est la thune, c'est l'argent, vite gagné de préférence, ou bien régulièrement, si on est inséré dans une équipe de narco-bandits, il y a plusieurs équipes, mais c'est la violence comme mode de fonctionnement, alors que au XIXe siècle et jusqu'à la fin de la French Connection, c'était quand même la discussion. D'abord, on essayait de tout faire pour essayer de s'embourgeoiser, ce qu'on a dit ensemble, un phénomène de gentrification. On essayait de devenir l'ami du maire, l'ami des avocats, des magistrats, des députés, etc. Parce que le but ultime du voyou à la Corse, c'était, je connais tout le monde, surtout les flics, les policiers, et bon, je suis protégé, et puis si je peux continuer mes activités criminelles, eh bien, quelque part, j'ai une protection. Ce qui a d'ailleurs été le cas. Il y a des préfets de police qui ont pu protéger un certain nombre de grands voyous, de préfets de police, qui n'ont jamais été interpellés ni inquiétés, mais enfin, c'était un tout petit peu le secret de Polichinelle, notamment dans le trafic des baraques à sous, comme on dit, vous savez, les machines qui... Machines à sous, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de frein. Ce que je vois, c'est qu'on peut assassiner pour rien. Aujourd'hui, on assassine uniquement à titre préventif. Regardez l'affaire Kessassi. Il faut prendre beaucoup, très vite, adviendra ce que pourra. Il n'y a plus de stratégie attachée au passage à l'acte. Il y a un second élément qui, à mon sens, Julien, est important. C'est qu'avant, la plupart des délinquants agissaient par nécessité. Bon, en faisant une grande différence entre le grand banditisme, corso-marseillais ou autre, français aussi, et le reste des délinquants, qui, sans être membres du grand banditisme, ils passaient à l'acte par nécessité. Pour le dire très simplement, je vais faire un braquot ou un vol pour nourrir mes enfants. Il n'en demeure pas moins que sur un plan matériel, l'infraction était réunie. Ils avaient volé. Hein, bon, il y a des gens qui vont travailler, eux, ils volent. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'admiration. Mais il y avait, je dirais, une finalité téléologique. Il y avait un but attaché au passage à l'acte. Aujourd'hui, ce que je peux constater, moi, mais j'en discute très souvent avec d'autres confrères qui partagent un tout petit peu mon sentiment, c'est qu'on passe à l'acte également par plaisir. Dans l'étiologie criminelle, dans les buts qui sous-tendent le passage à l'acte criminel, eh bien, quand vous discutez avec certains jeunes narco-bandits très jeunes, 23, 24 ans, 30 condamnations quasiment au casier, pour vous dire, moi, je soutiens la thèse selon laquelle il faudrait faire toute une médicalisation du passage à l'acte criminel, parce qu'ils agissent au fond comme des junkies, comme des drogués. Un drogué, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit constamment « j'en ai marre de prendre cette saloperie, je vais arrêter. Le lendemain, il se shoot. Et c'est pareil, je fais un petit parallèle avec cette forme de banditisme compulsif qui fonctionne en fait comme une drogue. Ce qui n'était pas le cas avant. Je ne dis pas que les anciens Corses, certains n'étaient pas toxicomanes, mais aujourd'hui, ça fonctionne comme une forme d'addiction au phénomène délinquentiel. Outre le fait que, bien évidemment, si on peut faire en un mois, en vendant des stupes ou autre activité, ce qu'on ne pourrait pas faire en un an en travaillant normalement, il y en a certains qui décident de prendre des risques. Aujourd'hui, on sait que la France est un marché très important pour le trafic de drogue. Quelles sont les drogues qui sont les plus vendues? Est-ce qu'en fonction, par exemple, des bandes, il va y avoir une préférence, je ne sais pas, pour le cannabis, d'autres pour la cocaïne?
quel est, on pourrait dire, les drogues qui sont les plus répandues dans ce marché? C'est le cannabis. C'est le cannabis, Ouais, bien là. avant les drogues dures. Oui, oui, oui. Là, alors, cannabis est considéré comme une drogue douce. Oui, mais bon, il faut remettre en question. Ouais, quand vous êtes un consommateur qui prend 10 joints par jour, je me demande si ça ne devient pas une drogue dure. Mais, à mon avis, largement devant, c'est le cannabis, qui provient, comme chacun le sait, du Maroc, qui passe assez facilement les frontières, puisque parfois on veut montrer sa force. Regardez, on a fait une prise exceptionnelle, mais enfin, une prise exceptionnelle pour 50 qui passent, parce qu'il y a des charafs. Charafs, c'est des passeurs, c'est des gens, c'est très structuré, c'est très organisé. Donc le cannabis, c'est la première drogue en termes de trafic. Ensuite, la cocaïne, avec une importation de cocaïne qui passe d'Amérique latine, qui passe parfois par la 'ndrangheta, qui est la mafia italienne qui a dépassé la Cosa Nostra. Aujourd'hui, c'est la 'ndrangheta qui est en Italie, et puis ensuite ça descend vers le sud de la France, bien souvent, à telle enseigne qu'on a vu que dans le Var, du côté de la Seine-sur-Mer ou Toulon, l'année dernière, il y avait des laboratoires qui avaient été mis en place par des trafiquants colombiens en liaison avec la mafia italienne, et puis ça passe par ce canal-là, et là encore, 80% passent, 20% sont interpellés. Et ensuite, les autres drogues. Héroïne, crack, fentanyl, etc. Et ça passe quand même après. 80% du marché, ce sont ces drogues-là, le cannabis et la cocaïne. Il y a une autre question également que je voulais vous poser, ça m'y a fait penser pendant que vous répondiez. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui militent pour justement légaliser le cannabis et qui avancent deux arguments majeurs? Ça provient d'ailleurs généralement plutôt de la gauche, ce type de discours, qui estiment que déjà ça casserait les trafics, ça c'est la première idée, et deuxièmement qui vise à mettre sur le même plan, avec une logique de relativisme, le fait que, après tout, en France, l'alcool est légal, donc pourquoi le cannabis, qui serait entre guillemets moins pire que l'alcool, ne serait pas légalisé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'avocat, de la possibilité d'une légalisation? Je parle seulement du cannabis et pas bien sûr des autres drogues. C'est bizarre, c'est curieux, votre question est excellente, mais c'est curieux à quel point la France est championne du monde des normes, des interdictions. Alors on ne peut pas boire, on ne peut pas conduire, on ne peut plus travailler, on paye 60% de charges et impôts, mais à côté, lorsque c'est totalement illicite, parce que conduire c'est pas totalement interdit, hein, enfin j'ai la faiblesse de le considérer, lorsque c'est totalement illicite, il y a des voix qui s'élèvent pour légaliser. Je vais vous dire pourquoi j'y suis opposé. Moi j'y suis opposé parce que on rentre dans un cercle, dans un processus qui fait que la même logique qui va présider à la légalisation de la drogue douce, ça sera le même raisonnement qui ensuite présidera à la légalisation de la cocaïne. Et puis ça sera le même raisonnement qui présidera à la légalisation, que sais-je, du crack, puis de l'héroïne, puis du fentanyl, etc. Toutes ces drogues qui sont ultra dangereuses et hyper meurtrières. Donc moi, voyez-vous, je suis père de famille, je ne veux pas savoir que lorsque ma fille va à l'école, qu'il y ait un petit con qui soit à la sortie pour lui vendre du cannabis. Parce que bien sûr, elle va refuser, parce qu'on essaye de l'éduquer, mais si elle voit que tous ses copains, copines sont moins réfractaires qu'elle à prendre, écoutez, tôt ou tard, elle va en prendre, parce que c'est la vie. Parce qu'on ne veut pas perdre la face par rapport à ses copains, copines. Et moi, voyez-vous, je dois être un ringard, mais parce qu'aujourd'hui, c'est bien vu de la part des avocats pénalistes de dire qu'il faut légaliser, mais ils racontent n'importe quoi. Ou bien ce sont des irresponsables. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que si vous rentrez dans un processus, vous ne pouvez plus vous en sortir. Et ce qui est vachement, si je peux me permettre, ce qui est un tout petit peu hypocrite, c'est que ce sont les mêmes
qui font des grands discours. Il y en a un qui, je crois, qui est devenu garde des Sceaux, hein, je crois. Bon, qui font des grands discours, enfin, si ma mémoire ne me trahit pas, hein, qui font des grands discours très, tout ce que vous voulez, mais à titre privé, à titre personnel, ils ne voudraient pas hein, que leur gosse tombe dans la cocaïne ou bien dans le cannabis. À telle enseigne qu'on peut considérer qu'il y a, constater plus précisément, qu'il y a comme un hiatus, une séparation, une sissiparité, comme on pourrait dire, dans l'être entre l'avocat devenu politique, ça peut arriver, je crois que Badinter aussi, c'est ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas, et je crois, et l'homme. Et moi, alors, je suis encore ringard, hein, parce que moi, j'estime que s'il y a trop de différence entre l'homme et l'homme qui travaille, quelque part, il n'est pas fiable, cet homme-là. Hein, c'est ce que je peux constater quasiment au quotidien. Les mêmes qui m'expliquent qu'ils sont pour la légalisation, voire, second débat, dépénalisation, pour que, en fait, ça reste en gros illégal, mais c'est pas susceptible de poursuite pénale. C'est encore un second débat. Ce sont des inconscients, ce sont des irresponsables, parce qu'ils ne mesurent pas les effets induits par ce type de raisonnement. Quel père digne de ce nom, un tout petit peu responsable, pourrait accepter que ce soit légalisé toute cette saloperie, parce que c'est de la saloperie qu'on accepte ou non. Peut-être que ceux aussi qui avancent ces arguments sont aussi des consommateurs. Outre le fait que ce sont bien souvent des consommateurs, puisqu'il y a 5 millions de Français qui ont déjà fumé du cannabis hein, en France. Bon, c'est beaucoup quand même, hein, 5 millions. Hein, bon, voilà. Bon. Donc, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie hein, par rapport à... Moi, je suis opposé. J'aimerais faire d'ailleurs des débats avec des contradicteurs qui sont favorables, mais qui m'expliquent. Alors, certains disent, ils essayent d'être un tout petit peu plus intelligents, ils me disent, on a tout essayé, ça n'a pas marché. Non. Non, on a tout essayé, ce qui est faible. Mais si vous dites, dans la loi, parce que vous admettrez que ce n'est pas moi qui fais les lois, bon, si vous dites que dans la loi, à chaque fois que vous êtes pris dans un trafic de stupes, ben les peines, si vous êtes dans le haut du spectre, pas un chouf, vous prenez le triple de la peine, alors c'est vrai, là je vais faire bondir tous mes confrères, mais il faut savoir, ça leur plaît ou ça leur plaît pas? C'est-à-dire que, alors là on va me dire, oui mais maître, vous dites ça, mais vous avez été l'avocat dans le narco-banditisme, c'est un métier. Un métier. Si Pablo Escobar avait eu un cancer généralisé, il se serait bien trouvé un chirurgien pour l'opérer. Ben, on ne dira rien sur ce chirurgien. Nous, c'est un métier. C'est pas parce qu'on est dans le pénal, parce qu'on aime la présomption d'innocence, on aime la justice, et par conséquent, corrélativement, on déteste l'injustice, parce qu'on aime plaider, parce qu'on aime se bagarrer à l'audience, etc., que fondamentalement, on aime nos clients. Nos clients, ce sont des clients. Il y en a qui sont d'ailleurs très agréables, au-delà des faits qu'ils ont pu commettre. Il y en a qui sont totalement irrespectueux. Bon, ceux-là, on les écarte, parce qu'on ne peut pas défendre quelqu'un qui, au bout de 30 secondes, vous tutoie. Mais attendez, on se connaît d'où? Non, mais c'est bon. Bon, voilà. Donc, moi, c'est un métier. Il y a également une autre dimension. Bon, là, on va aller sur une thématique un peu forte. Est-ce que, enfin, s'il y a un trafic de drogue, il y a forcément des consommateurs? Et vous avez rappelé notamment les chiffres du nombre de Français qui ont déjà tiré sur un joint. Est-ce que vous ne pensez pas que, bon, ça n'arrivera jamais en France parce que nous sommes trop lâches et trop mous, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi frapper directement au niveau du consommateur? Parce qu'à partir du moment où il n'y aurait plus de consommateurs, le trafic, il serait quand même embêté. On ne peut pas forcer les gens non plus à prendre de la drogue. Les gens prennent de la drogue parce qu'ils en ont envie, parce qu'il y a, je sais pas, un chemin de vie qui les a menés vers la drogue, ou parce qu'ils veulent ressentir le grand frisson, peu importe. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas punir ou faire quelques exemples, justement, en mettant, je sais pas, moi, par exemple, de la prison ferme pour des individus qui achètent de la drogue, puisque autant ce gouvernement actuel, il me dérange beaucoup sur un bon nombre de sujets, mais il y a quand même une rhétorique qui revient souvent au sein du gouvernement, qui est cette idée que à partir du moment où vous achetez une barrette de shit ou un petit pochon de cocaïne, il y a toujours du sang dedans. Il y a le sang du trafic, etc. Alors il y en a toujours qui essayent de se rassurer en disant « Oui, mais moi j'achète ma cam à un type qui est réglo, etc. » Enfin, il y a toujours des arguments pas possibles pour se déculpabiliser, parce que c'est la charge mentale d'imaginer que
vous achetez quelque chose qui relève du crime et du crime de sang, c'est trop difficile à l'admettre. Donc il faut bien se rassurer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi condamner le consommateur de manière beaucoup plus ferme? Très bonne question. La difficulté, c'est que le consommateur, il consommera toujours. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en Espagne, il va aller aux Pays-Bas. Si vraiment il a besoin de sa dose, il trouvera toujours des endroits pour s'approvisionner. En revanche, vous avez raison sur un point, s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a pas de vente. S'il n'y a plus de vente, il n'y a plus de cash. Parce que vous admettrez qu'un consommateur qui prend sa dose de cannabis ne va pas faire un virement à son dealer. Enfin, je crois. Oui. Tout est possible, parce que dans un monde de fous, il faudrait être Ils fou. s'adaptent. Ils ont Ouais. une grande force dans l'adaptation. Ils sont grands hommes. Enfin, dans un monde de fous, il faudrait être fou pour ne pas être fou, hein, comme disait Voltaire. Hein, comme s'il n'y a que des barjots, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, il y a toujours un barjot qui va te faire un virement pour s'approvisionner en cannabis, accessoirement en coke. Effectivement, si le consommateur, il sait qu'à chaque fois qu'il va être interpellé par une BAC ou X, pourquoi? Parce qu'il est allé dans un point de deal, il a récupéré de la marchandise, et que c'est 10 000 euros. Alors déjà que pour 100 euros, ce sera difficile à le faire payer, mais il sait qu'il encourt 10 000 euros, ou bien s'il ne paye pas les 10 000 euros, eh bien qu'il prend un an ferme. Il y en a moins qui vont venir dans les points de deal. Il y en a beaucoup moins, donc il y aura beaucoup moins de cash. S'il y a moins de cash, continuant le raisonnement, les trafics vont progressivement s'assécher. On continue le raisonnement. Le problème, c'est que ces gens-là ont besoin de beaucoup d'argent pour investir, pour blanchir, achat immobilier, achat de restaurants, de villas en Corse ou ailleurs. Ils ont besoin de beaucoup d'argent. Donc cet argent, il va falloir aller le chercher. Ils vont diversifier l'offre criminelle, ils vont moins faire dans le stup, et ils vont repasser au braquage, aux séquestrations, aux atteintes aux biens et aux personnes, aux rappeurs, Naps par exemple. Les grands abonnés absents d'ailleurs de la marche blanche qui a été... Absolument. C'est pas pour rien. Ah, c'est pas pour rien. Peut-être ont-ils peur de représailles, je ne sais pas. Parce que dans le monde du narco-banditisme, de la morale, il y en a très peu. Il y en a très très peu. C'est qu'une question de fric, de conquête territoriale, avec ou sans violence. Mais aujourd'hui, on passe à l'acte criminel le plus violent, assassinat, très rapidement, avec une mise en scène qui est souvent plus que macabre. Lorsque vous assassinez quelqu'un, puis qu'ensuite vous brûlez son véhicule pour qu'il ne reste plus de traces ADN, c'est le mécanisme du barbecue. C'est horrible, non? C'est horrible. Je voulais également vous demander, vous avez parlé de blanchiment d'argent. Oui. C'est le nerf de la guerre, on pourrait dire. On a du mal à imaginer, quand on ne fait pas du tout partie de cet univers-là, quand on est un peu naïf, candide, etc., on a du mal à imaginer qu'au quotidien, peut-être, on fréquente des établissements qui blanchissent de l'argent. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer le mécanisme de blanchiment de l'argent, en quoi ça consiste de base, et surtout, quel est le type d'établissement en question? Est-ce que c'est... alors il y a la question notamment des barbershops un peu pourris, etc., de quartiers où on sait qu'il peut y avoir du blanchiment, dans les kebabs également, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi des établissements qui sont considérés comme, le terme est un peu exagéré, mais d'exception, c'est-à-dire des endroits fréquentables, bien sur tout rapport, qui ne laissent pas présager la possibilité qu'il y a derrière la main qui tire les ficelles du crime organisé? Vous avez oublié l'essentiel, sur ce sujet-là, en tout cas, ce sont les bars à chicha. Hein, ah oui, les fameux. J'en fréquente tellement peu que j'avais oublié leur existence. Bars à chicha. En fait, le blanchiment, contrairement à ce que l'on peut considérer, c'est assez facile. C'est assez facile, ne serait-ce que parce que, d'une part,
beaucoup de gens, beaucoup de professions recherchent du cash. Beaucoup, je crois même que notre actuel président de la République, qui a encore été génial sur ce point, souhaite à terme qu'on supprime le cash. Bon. Ce qui va mettre au-delà du narcobanditisme, ce qui va mettre complètement, qui va casser les revenus supplémentaires de 30% des artisans. Bon. C'est de l'économie informelle, c'est manifestement, c'est très grave. Alors, votre question, c'était comment marche le mécanisme, c'est-à-dire, imaginons, voilà, absolument. Je suis un dealer, j'ai de l'argent sale, j'ai un gros paquet de fric. Absolument. Comment je fais pour pouvoir jouir de ce paquet de fric sans me faire voler par le fisc, par les flics, etc. Comment je fais? Concrètement, un chef de cité, on va dire un caïd, un parrain, comme vous voulez, se retrouve avec, vous savez, vous avez des points de deal qui génèrent entre 50 et 100 000 euros par jour. Par jour. Il y a une cité à laquelle je pense, d'ailleurs je suis un des avocats d'un des membres présumés de cette cité, ils font entre 11 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an qu'en cash. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez... Comment ils font pour stocker les bifetons? Parce que là, 15 millions, c'est pas une bagatelle. Hein. Il faut blanchir régulièrement. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bon, d'abord, ce sont des gens qui sont très très bien informés. Ils savent quelles sont les affaires présentables, brasseries, restaurants, discothèques, etc., qui ont quelques difficultés financières. Un jour, vous avez la visite d'une personne habillée comme vous, qui dit « Bon, écoutez, je crois que vous avez quelques difficultés. On va faire une cession de votre fonds de commerce à l'euro symbolique. Puis de toute façon, force est d'admettre que vous avez des dettes. Regardez, votre passif est supérieur à votre actif. Donc vous avez des dettes. Vous-même, vous vous plaignez de ne plus pouvoir payer vos salariés. D'ailleurs, puisque vous ne pouvez pas payer vos salariés, vous tombez dans le travail dissimulé parce qu'il y a trop de charges, ce qui est objectivement vrai, il y a trop de charges en France. Bon, écoute, tu fais combien de chiffre d'affaires? Ok, bon, si je te donne cette somme en espèces et qu'on fait une cession à l'euro symbolique, c'est à nous. Ah oui, il y en a qui acceptent, la plupart, et d'autres qui refusent. Mais ils respectent la part du marché, ils donnent vraiment oui. Ok, d'accord. C'est juste pour savoir. Okay. Oui. Ils n'ont pas besoin d'avocats, ils n'ont pas besoin, ils vont voir, le deal se fait, ils comptent l'argent, et ça se fait à l'euro symbolique. Si demain il y a un contrôle d'URSSAF, du fiscal, etc., ils peuvent démontrer, rapporter la preuve qu'il y avait des dettes, et que de toute façon, ils auraient été contraints de vendre. Sauf que si vous vendez une somme, vous risquez de payer des charges, des impôts. En revanche, le cash, c'est net. Vous partez, mettez la clé sous la porte, c'est ça le blanchiment. C'est pouvoir écouler son argent sans encourir le moindre risque fiscal, social, pénal. Voilà. Et bien évidemment, la personne qui a donné le cash, vous imaginez bien, Julien, que c'est une personne qui n'apparaît jamais. Les personnes qui viennent vous voir, ce sont des personnes qui représentent un représentant d'un sous-chef. C'est-à-dire que la personne qui vient vous voir, elle est, encore une fois, très BCBG, on dirait un agent immobilier. Il arrive, il dit, bon, on fait la transaction, il ne vient pas avec des avocats, mais il vient avec son comptable, et il rédige les actes. Ils peuvent même parfois sophistiquer pour donner une apparence encore beaucoup plus normale, alors que bien évidemment il y a du blanchiment, on fait l'acte chez un notaire, on peut mettre toutes les formes. Mais quelqu'un qui est sur le point de fermer sa boutique, et qui a besoin de cash, puis faire autre chose, et se casser, il en a marre. Ça le sauve. Mais quelque part, ça le sauve. C'est-à-dire qu'une fois j'avais dit sur une antenne, j'ai eu la chance d'être invité au Grand Oral des Grandes Gueules, et j'avais dit, aussi paradoxal que ça puisse paraître, le narcobanditisme, exception faite de la violence, mais le narcobanditisme dans le côté business crée du lien social. Alors, oh là là, c'est ce que je n'avais pas dit, mais c'est vrai. Non, mais c'est objectivement vrai, on peut tirer les deux. Hein, c'est objectivement vrai, tout le monde m'était tombé dessus, mais après, pour 10 minutes après, me dire, Pandelon, vous avez raison. Bon, ça crée du lien social, parce que
essayons d'être pragmatiques, parce qu'on est dans un monde où on sacrifie tout à la théorie. À un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre. Vous avez une nourrice qui habite dans un quartier plus qu'en difficulté, qui a 3 enfants, le mari s'est échappé, il faut nourrir ses enfants, elle a très peu d'aide sociale, elle a 800 € pour nourrir ses 3 enfants. Un jour, il y a un gars qui vient lui dire, écoute, tu me mets cette marchandise, tu la gardes pas longtemps, 2-3 jours, et puis à la fin du mois, je te donne 2000 € en cash. C'est une nécessité qui fait loi, d'une certaine manière. Cette nourrice, contrairement à ce que peuvent penser un certain nombre de procureurs, ce n'est pas une délinquante. Elle va commettre un acte délinquentiel parce qu'elle est un peu victime de la société. De toute façon, la mafia naît des carences de l'État, Oui. même historiquement. Oui. C'est parce qu'elle est née dans des régions d'Italie où Oui. l'État était aux abonnés absents, d'autant plus que l'unification s'est faite très, très tardivement. Donc en fait, la mafia était là en quelque sorte pour faire le relais de l'État qui ne pouvait plus. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est amusante. Au moment de l'accident de Fukushima au Japon, l'État japonais, qui habituellement est très organisé, était tellement dépassé par un phénomène qui, vraiment, ils avaient eu la double peine, à la fois le tsunami et l'accident de la centrale. Donc, le tsunami avait causé cet incident, que les Yakuza avaient pris le relais dans certaines régions pour tout ce qui était faire venir de la nourriture, de l'eau potable, etc., dans certaines zones sinistrées. Oui, mais d'ailleurs, c'est assez étonnant. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de cités, mais pas uniquement Marseille, mais Toulouse, mais Grigny, la Grande Borne, mais du côté du Lyon, etc. Il y a beaucoup de cités qui, sans le narcotrafic, un certain nombre de personnes ne pourraient pas vivre. Ils ne pourraient pas vivre parce que concrètement, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus, etc. Quand on dit que ça crée un lien social, oui. On préférerait que ce lien social soit créé par des vrais emplois, un vrai travail, etc. Mais à un moment donné, il faut que je sacrifie mon idéal à la réalité.